Le cannabis a été légalisé en grande partie pour protéger la santé du public. Le docteur Robert Perrault en discute avec des experts. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Hubert Marceau, chimiste, directeur de développement chez Phytokémia, qui est une entreprise laboratoire de mesure et d'évaluation des produits naturels, qui est situé à Saguenay. Hubert, bonjour et bienvenue à nos conversations cannabis. Merci beaucoup. Bonjour, Robert. On va procéder en 3 segments parce que c'est une longue entrevue. Alors, le premier segment va toucher le rôle de votre laboratoire, une description des molécules qui composent les plantes cannabis. On va s'intéresser à la différence entre l'indiva, le sativa. On va essayer de comprendre quelque chose là-dedans. Dans un deuxième temps, on va faire un segment qui va porter sur le métabolisme du cannabis inhalé, la vaporisation, la combustion, pourquoi les différents composés sont libérés à des températures différentes, des choses comme ça. Et on finira notre troisième entretien, le troisième segment, en nous intéressant au cannabis ingéré. Alors, commençons par le laboratoire. Qu'est-ce que vous faites? En fait, nous, on est un laboratoire d'analyse chimique de type analytique. On se spécialise beaucoup dans les produits naturels, y compris le cannabis. Pour l'industrie du cannabis, en fait, les services qu'on offre, on offre le dosage des cannabinoïdes qui sont très importants et requis par Santé Canada. On dose aussi ce qu'on appelle les contaminants généraux, la présence de métaux lourds. Le cannabis étant considéré comme un bioaccumulateur, s'il est fait pousser dans des milieux contaminés, il va avoir tendance à accumuler les métaux lourds comme le plomb, l'arsenic, le mercure et le cadmium. On va aussi tester pour la présence des mycotoxines. Les mycotoxines, en fait, c'est des composés qui sont très cancérigènes, qui sont produits par des champignons du type, par exemple, Aspergillus, lors du séchage, par exemple. Si le cannabis a mal été séché, mal été entreposé, il peut avoir la présence de ces composés-là. On va aussi tester la présence de pesticides, dans le fond. Santé Canada, présentement, interdit l'usage de pesticides à quelques exceptions près, qui sont pour la plupart des équivalents de pesticides biologiques. Par contre, dans le passé et suite à des discussions avec d'autres pays, on remarque qu'il y a parfois l'usage de pesticides illicites. Donc, on teste aussi l'absence de ces pesticides-là. Et on fait aussi l'analyse des contaminants microbiens, comme les bactéries, les levures et les moisissures. Donc, toutes les précautions qui sont prévues par la loi C-45, finalement, vous Exactement. êtes les gens qui assurez la salubrité et la qualité des produits. Oui, exactement. Et j'ai vu, il y a plusieurs mois de ça, un journal à Montréal qui avait envoyé des échantillons de cannabis achetés dans la rue. Et on y voyait là, effectivement, des contaminants, des bactéries, des choses comme ça. Donc, l'intérêt d'acheter sur le marché légal, c'est grâce à votre vigilance. C'est sûr que les laboratoires comme nous, c'est un peu notre raison d'être dans le domaine du cannabis. Pour les gens qui ont des problèmes de santé, qui peuvent être immunosupprimés, par exemple, la salubrité de la plante et du matériel est quand même assez importante pour éviter d'avoir d'autres problèmes sous-jacents, comme par exemple des infections opportunistes. C'est sûr que ce qui est pris dans la rue n'est pas nécessairement testé, donc on peut être un peu plus surpris de ce qu'on retrouve dedans, par exemple. Non, je peux comprendre. Maintenant, le cannabis thérapeutique, à usage thérapeutique, et le cannabis à usage qu'on appelle maintenant récréatif, est-ce qu'il y a des différences, d'après vous? Il n'y a pas vraiment de différence parce que présentement, les fournisseurs de cannabis thérapeutique et les fournisseurs de cannabis médicinal sont en fait les mêmes. Donc, dans les deux cas, le cannabis est poussé dans les mêmes conditions avec les mêmes restrictions. Et Santé Canada, jusqu'à maintenant, n'a pas nécessairement fait de distinction non plus au niveau de ses requis par rapport à la production entre le cannabis médicinal et le cannabis récréatif, les deux ayant des requis quand même assez élevés. Et pour les mesures de concentration, parce qu'on sait quand on visite les bureaux de la Société québécoise du cannabis, par exemple, qu'on peut avoir toutes sortes de niveaux de concentration, à la fois de THC et de CBD. Est-ce que c'est des choses que vous mesurez de la même manière? Oui, effectivement. Et de plus en plus, en fait, on va entendre parler de THC, CBD, oui, mais on va commencer à entendre parler d'autres composés, d'autres cannabinoïdes
un peu minoritaires, comme par exemple le tétrahydrocannabivarin, THCV, le cannabidivarin, le CBDV. Il y a plus d'une centaine de cannabinoïdes rapportés, en fait, dans la littérature depuis les années 60 et 70 environ. Et à l'exception près du THC et du CBD, la plupart n'ont pas vraiment été étudiés jusqu'à maintenant. Donc, avec l'avènement des légalisations au Canada, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays, on voit de plus en plus apparaître certaines corrélations qui ont été faites, donc qui vont amener éventuellement, possiblement, d'autres études. Donc, de plus en plus, les laboratoires comme nous vont tester par-delà le THC et le CBD. Ce qui va, j'imagine, permettre à des chercheurs de les étudier mieux. Est-ce que ça peut éventuellement, c'est sûr que c'est le but, d'avoir éventuellement assez de statistiques, assez d'informations pour pouvoir arriver à des conclusions. Donc, la science n'est pas encore mature de ce côté-là. On voit beaucoup de revendications, de réclamations des propriétés des diverses composantes du cannabis. Est-ce que on en sait assez pour agir sur certaines de ces choses-là? Je ne pense pas être vraiment en mesure de répondre à cette question-là. Une des raisons étant qu'en tant que chimiste, je ne peux pas vraiment me prononcer sur des raisons médicales. Par contre, c'est certain qu'avec le fait que la substance a été illégale pendant plus de 40, 50 ans même, toutes les avancées scientifiques qui auraient pu avoir été faites ont été bafouées, dans le fond. N'ont pas été faites pas correctement, mais n'ont pas pu être poussées jusqu'au bout. Donc maintenant, ce qu'on s'attend avec la présence de ces composés-là sur le marché, autant au niveau médicinal que récréatif, c'est de pouvoir éventuellement, justement, mettre des chiffres un peu plus précis sur ces effets-là. Ah oui, je comprends. Parlez-moi donc des terpènes. On entend tellement parler. Effectivement. En fait, les terpènes, toutes les plantes produisent des terpènes. D'un point de vue chimique, les terpènes, c'est des composés qui sont produites par la plante d'une certaine méthode, d'une certaine façon de biosynthèse. Par exemple, les cannabinoïdes comme le THC et le CBD ne sont pas nécessairement des terpènes, ce sont ce qu'on appelle des méroterpènes, parce qu'ils ont une propriété terpénique et une propriété non terpénique. Mais c'est un peu par abus de langage, on va appeler tous les composés volatiles des terpènes, parce que ce sont majoritairement des terpènes. Depuis quand même un certain nombre d'années, on voit beaucoup apparaître l'aromathérapie, entre autres, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Beaucoup de recherches ont été faites autour de cette médecine alternative-là, avec des effets qui sont parfois mitigés, parfois un peu plus clairs, parfois un petit peu moins clairs, qui sont justement des propriétés qui sont associées aux terpènes. Donc, on va appeler par exemple le linalol, on va dire, on a remarqué qu'il y avait des effets calmants du linalol lorsque on les met dans une pièce, par exemple, ou d'autres qui vont avoir des effets antibactériens. Ces mêmes genres de connaissances-là, en fait, avec l'avènement du cannabis, ont un peu été traduites dans le domaine du cannabis. Oui. Donc, on entend beaucoup parler de, tel terpène, par exemple, va avoir tel effet. Par contre, il faut toujours mettre un peu les choses en perspective, que souvent, les études ont été faites in vitro et avec des composés purs. Donc, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le produit qu'on achète. Là. Oui, effectivement. Puis il y a aussi tout le côté de concentration qui vient avec ça. Donc... Il y a deux choses que je veux aborder avec vous à ce sujet-là. Le premier, c'est on invoque souvent le rôle des terpènes pour l'arôme et la saveur, si on veut, du cannabis. Effectivement. Ça, c'est aussi, en fait, une des utilisations principales. L'industrie du tabac, l'industrie des parfums, l'industrie des saveurs a beaucoup travaillé avec ces composés-là, les terpènes, en fait, pour développer des saveurs, développer des odeurs. Les terpènes, en fait, retrouvés sous forme d'huile essentielle, par exemple, ont été la base des premiers parfums et sont encore beaucoup la base des parfums naturels. Donc, on va beaucoup les associer aussi des odeurs. Quand on va entendre parler d'une odeur de citron, on va l'associer à certains composés. Ce qui est très important à considérer quand on va commencer à parler des odeurs et des saveurs, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la concentration d'un terpène et la puissance de son odeur.
Ah oui. Le meilleur exemple qu'on a pour ça, c'est un peu retiré du cannabis, mais c'est pour frapper un peu l'imaginaire. Quand on sent un pamplemousse, le pamplemousse a une odeur très, très caractéristique. Pourtant, quand on regarde la composition terpénique d'un pamplemousse et qu'on la compare avec un orange, la composition est 99% identique. Ah mon Dieu. La seule différence étant des composés qui sont à 0,003%. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes concentrations Exactement. pour que notre perception soit aiguë, ou on sente que ça serait vraiment important. Exactement. Écoutez, avant de terminer, je voulais aussi vous entendre sur les différences entre le cannabis indica, sativa, sur les hybrides. Comment est-ce qu'on décode ça de votre point de vue? Encore une fois, dépendant du point de vue qu'on regarde la chose, c'est plus ou moins déterminé. Dans le sens que beaucoup de taxonomistes botaniques, dans le fond, vont déclarer qu'il n'y a qu'une seule variété de cannabis. Donc, le genre est monophylétique, donc il n'y a qu'une seule espèce, qui est Cannabis sativa, et que toutes les autres dénominations, en fait, sont des sous-espèces. Donc, Indica, Rudéalis et compagnie seraient en fait des sous-espèces de Cannabis sativa. D'autres vont dire qu'il y a effectivement une séparation qui est faite. Par contre, quand on regarde au niveau génétique, la plante a tellement été croisée souvent, ça fait tellement longtemps qu'elle est domestiquée par l'homme, c'est très, très difficile de dire, OK, on a vraiment une souche pure versus une autre souche pure. Alors, sur quelle base est-ce qu'on recommande, par exemple, la souche indica ou la souche sativa comme ayant des propriétés particulières? Souvent, on va les classer a posteriori, en fait. Donc, on va, soit via la génétique, via les croisements des plants mères, mais souvent aussi via les effets. Donc, un cannabis qui va être un peu plus relaxant va être classé comme indica. Un cannabis qui va être plus stimulant va être classé comme sativa. Mais encore une fois, des fois, il y a des entrecroisements et la limite est un peu floue. Donc, pour un éventuel consommateur, la fiabilité de ces recommandations-là repose sur l'expérience des gens qui en ont fait la dégustation. Si on Effectivement. Et il ne faut pas non plus oublier que chaque personne va réagir de façon différente. Donc, il y a aussi ça à tenir en considération, que c'est pas parce que chez une personne, il va avoir cet effet-là, que chez nous, il va absolument avoir cet effet-là. Il y a plus de chances, évidemment, mais chaque consommateur va être un peu différent aussi. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie beaucoup. Merci.